L'une veut sa souveraineté et son indépendance totale, l'autre, rien qu'à voir son mode de financement, semble vouloir rester dans le giron français. L'AES et la CEDEAO, deux institutions sœurs avec deux visions antagonistes, forcément il y aura divorce. Le 29 juillet 2029, les choses seront plus claires. Mais quel impact cela aura sur le court, moyen et long terme sur la sous-région? C'est tout l'objet de ce nouveau numéro de Regard sur l'avenir sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Regard critique sur ce sujet d'actualité avec Aimé Kambiré. Monsieur Kambiré est un confrère, il est certifié en journalisme et communication et conflit. Bonjour, Monsieur Kambiré. Bonjour à vous, bonjour à tous. Deuxième invité pour débattre de cette actualité, Monsieur Kassoum Ouattara. Monsieur Ouattara est le président de l'Organisation de la société civile, le MOSER. Bonjour, Monsieur Ouattara. Bonjour, merci pour l'invitation et puis bonjour aux chers panélistes. Bienvenue sur ce plateau. Monsieur Tel Konaté, troisième invité pour opiner sur cette actualité. Monsieur Konaté est secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour à vous, Monsieur Konaté. Bonjour, Monsieur Dabira, et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne TC360. Le quatrième invité est un fidèle de cette émission, Monsieur Labidi Naba, j'allais dire le camarade Labidi Naba, le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso Cause. Bonjour Naba. Bonjour camarade Dabira et bonjour à tous les téléspectateurs de C360. CEDEAO, AES, entre négociations et dialogue, un divorce complexe. Je vais commencer par vous, Monsieur Kambiré. Hier, on a suivi le président de la République du Niger qui réitérait la décision irréversible de sortir de la CEDEAO, alors que la CEDEAO accorde encore un délai de grâce, un délai de 6 mois. Qu'est-ce que la CEDEAO peut encore espérer 6 mois qu'elle n'a pas pu avoir en 1 an de négociations? Merci bien. Je pense qu'il n'y a rien à espérer. La réaction du président du Niger, c'est à l'endroit des concitoyens pour qu'ils soient sûrs qu'en haut lieu, au niveau de l'AES, rien n'a changé quant à la position irréversible. Parce que l'AES a opté pour la voie de la rupture, pour la voie du changement. Parce que depuis plus de 60 ans d'indépendance, nous voyons que nous sommes enlisés. Nous sommes devenus la risée de la communauté internationale. Et donc, il va falloir tenter autre chose que de rester dans la même position. Donc, rien n'a changé. Par contre, ce délai de grâce, c'est juste pour préparer les questions pratiques. Parce que la CEDEAO a des projets en cours dans tous les pays. Donc, il va falloir discuter. Nous avons des fonctionnaires internationaux qui représentent le Burkina, le Mali, le Niger au sein des institutions de la CEDEAO. Il va falloir discuter de tout ça. Et ensuite, il faut que vers la fin, on puisse s'asseoir et parler des conditions pour se retirer. J'ai parcouru le communiqué final issu donc de la 66e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et je vois qu'effectivement, ils ont commis au président Touré, président de la commission, non seulement de laisser la porte ouverte, mais de travailler à la séparation et aux conditions de séparation. Voilà. Et vous voyez, ils ont ajouté aussi de nouvelles conditions quant à la création de la monnaie unique pour adhérer. L'écho, et voilà, actuellement. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'ils se préparent. Ils savent très bien que c'est irréversible et que donc ils se préparent à ça. Je pense aussi que quand vous regardez le communiqué, on n'aborde pas les sujets de la discorde. Nous, au niveau de l'AES, on accuse la CEDEAO d'être à la solde de puissances impérialistes qui nuisent. Mais on n'a pas vu des décisions qui affirment l'indépendance de cette institution vis-à-vis des forces extérieures. On n'a pas vu la CEDEAO se préoccuper plus de la situation. Donc on dira forcément qu'il y aura divorce. Hein, il y aura, pour moi le divorce est déjà là. Je pense que ça sera acté du côté de la CEDEAO à partir donc, de janvier. Sinon, c'est déjà acté au niveau de l'AES. Travaillons dans cette logique. J'ai regardé, c'est un détail mais qui vaut son pesant d'or. Au Conseil des ministres, j'ai vu que ceux qui étaient en tenue militaire là, ils portaient des écussons à l'effigie des pays de l'AIS. C'est un signe qui ne trompe pas. Je pense que le divorce est déjà consommé depuis longtemps. C'est la CEDEAO qui commence maintenant à reconnaître et à se préparer pour que ça se passe dans l'amiable.
Est-ce la même lecture que vous en faites, monsieur Til Konaté? Les 6 mois, c'est pour que les choses se passent vraiment dans l'amiable? Alors, les 6 mois, comme le précédent intervenant, je dirais également que c'est un délai pendant lequel ils espèrent qu'on éviter en fait la scission. Parce que quand on regarde en termes de superficie, l'AES représente à peu près 50%, sinon même plus de la superficie globale de la CEDEAO. Mais je pense aussi que c'est 6 mois pendant lesquels, d'une part, ils espèrent que les émissaires parviennent à faire infléchir l'AES, même s'ils n'ont pas grand espoir. Mais il est aussi fort possible que dans la mesure où, comme lui le disait, dans la mesure où ils ne sont pas dans une démarche où ils veulent se dédier de leur inféodation aux agendas internationaux, il est fort possible même qu'ils essaient des manœuvres souterraines en collaboration avec des entités extérieures, parce que justement nous savons très bien que ce n'est pas une relation de collaboration d'enfants de cœur. Il est fort possible, la question à mon qui avis, se pose, s'il y a autant d'espoir sur les 6 mois, un retour probable de l'AES dans la CEDEAO, pourquoi la question de la libre circulation déjà commence à poser problème quand on sait que l'AES tend les bras et la CEDEAO dit niet. La CEDEAO dit clairement aucune CEDEAO à la carte, il n'y aura aucun compromis sur les principes fondamentaux pour satisfaire les présidents de l'AES. Quand il y a ces éléments qui sont sur la balance, on peut c'est-à-dire pour en arriver là, vous savez, ça fait partie de l'ensemble des éléments de chantage. C'est-à-dire la CEDEAO a commencé la fuite en avant dès que l'AES a annoncé sa sortie. La CEDEAO a d'abord dit que ça va toucher les populations parce que la libre circulation des biens et des personnes allait être arrachée comme bénéfice aux populations de l'AES. Et c'est de la surenchère verbale, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, et tout le monde, en tout cas tous les analystes l'ont bien présenté, il y a une interdépendance entre les pays de l'ex-CEDEAO, donc ceux qui sont restés, et de l'AES. Parce qu'il y a une communication des populations. Il y a les populations de l'AES qui rentrent, c'est vrai, en grand nombre. Il y a les populations aussi, mais aussi des entités économiques qui sont au sein des autres pays qui ont besoin de l'AES. Sans compter le fait même que l'AES représente un espace géographique dont la CEDEAO restant n'a pas la possibilité de se permettre de faire le contournement. C'est comme les pays d'Europe qui ont fait des sanctions contre la Russie, qui les oblige désormais depuis 2022 à contourner entièrement la Russie et qui les oblige à avoir des coûts de transport extrêmement exorbitants. Maintenant, pour la question où je disais tantôt, le deuxième volet, c'est qu'il ne faut pas qu'on omette le fait qu'au sein de la CEDEAO, individuellement pris, quand on prend le président de la Côte d'Ivoire, qui a été plusieurs fois pointé du doigt par les autorités de l'AES comme étant un maillon fort de l'axe de la volonté de casser l'AES, notamment en essayant de faire tomber un régime. Et il n'est pas exclu que le Nigeria soit dedans et bien d'autres comme le Bénin. Il est fort probable que ces 6 mois-là soient justement un délai que l'on se donne pour parvenir enfin à réussir ce qui n'a pas encore été réussi. Ce qui fait que, en fait, au moment où on considère que la décision a été faite par l'AES, elle a décidé effectivement qu'elle part, elle ne va pas infléchir, il est aussi urgent d'être vigilant, que les populations mesurent toute la portée de ces propos, parce que j'ai lu aussi la déclaration. Il n'y a pas, c'est une somme de propos d'intention, de déclarations d'intention, mais ils affirment quelque part ils réaffirment leur attachement au principe de la préservation de la démocratie et du refus de tout mode d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Évidemment, les voies non constitutionnelles n'incluent pas les voies comme ce que M. Ouattara a utilisé pour se maintenir au pouvoir. C'est uniquement les militaires qui sont indexés. Il parle également des forces en attente pour la lutte contre les terroristes et contre les coups d'État qui sont toujours en attente et qui vont rester en attente encore pour l'éternité, c'est sûr, parce que la CEDEAO, c'est ça. Non, mais pas forcément. La CEDEAO entend mettre en place une force régionale contre le terrorisme en 2025. C'est sorti également de la conclusion justement de leur 66e session ordinaire. Lamar avait dit, sur les 6 mois, quelle analyse vous en faites? Est-ce que vous entrevoyez un possible retour de l'AES dans la CEDEAO? Pendant ces 6 mois, est-ce qu'il y aura peut-être revirement, si toutefois la CEDEAO revoyait sa copie, par exemple? Non, vous savez, les pays de l'AES sont partis de la CEDEAO pour de bon, de façon irréversible, de façon responsable, de façon aussi mûrie.
les trois chefs d'État n'hésitent pas à le dire. Et nous y croyons fortement. Nous sommes partis en sachant que voilà, il y aura plus d'adversité, il y aura plus de sacrifices à donner, mais il y a un grand espoir à escompter sur la voie véritablement souveraine et la voie de l'union de nos trois pays qui regardent dans la même direction. Maintenant, est-ce que les 6 mois, pour moi, les 6 mois. C'est juste pour des questions de formalité, voir non, comment... Il le disait, le camarade, il le disait tantôt. Les 6 mois ont été donnés pour des manœuvres afin de déstabiliser un des pays. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ou qu'est-ce qui vous fait affirmer de tels propos? Je l'affirme parce que nos 3 pays ont été inlassablement des cibles de déstabilisation vis-à-vis de pays qui viennent de la CEDEAO. Il a cité la Côte d'Ivoire, le chef de l'État d'ailleurs dans certains discours a pointé justement certains politiciens à la politique politicienne qui ne sert pas le peuple ivoirien et qui sont rentrés justement dans ces projets lugubres de déstabilisation. Et rien que à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance octroyée au Niger, le président Tiani rappelait toutes les tentatives de déstabilisation contre le Niger, contre le Bénin et le Burkina Faso, qui viennent de pays d'à côté, de pays de la CEDEAO. Donc, eu égard à cela, les 6 mois ont été en fait sollicités par encore un lobby occulte de cette organisation. C'est ce noyau-là d'ailleurs qu'il faut neutraliser afin de donner la véritable santé à la CEDEAO, afin qu'elle puisse revenir sur ses objectifs originels décrits depuis 1975 face auquel elle a dévoyé. Et donc ce lobby occulte-là va toujours travailler, se donne un espoir sur 6 mois. Voilà. Ils se sont dit non, donnons-nous 6 mois pour justement taper sur un afin de les déstabiliser et d'escompter leur retour par force, puisque c'est leur méthode. Monsieur Ouattara, est-ce la même lecture que vous en faites? Derrière les 6 mois, il y aurait une forme de fourberie afin justement de déstabiliser, comme le dit Nabal Abidi. Donc, moi, je ne pars pas dans ce sens-là parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais tout compte fait, je pense que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas aussi unique dans le cadre de la CEDEAO. Ça peut être une probabilité. Non, mais ce que moi, je vois, est-ce que habituellement, c'est tout ce qui est institution, que ce soit dans la sous-région ou bien au niveau international, quand il y a des ruptures, on se donne un temps pour pouvoir voir comment la diplomatie peut c'est comment régler les questions. Comment régler les questions, voilà, tout totale. à fait. Mais non, là, mais ce que on a donné 6 mois. Moi, je peux prendre le cas. Oui, je peux prendre le cas contraire. C'est pas exclu qu'il y ait des pays au sein de la CEDEAO qui voient la politique de l'AES qui est une très bonne politique. Qu'est-ce qui prouve que dans les 6 mois, la diplomatie ne peut pas travailler à ce qu'il y ait soit une cohabitation ou voir comment aplanir notre politique en incluant la philosophie ou la vision des dirigeants de l'AES. Donc, c'est dire que pour moi, cette cohabitation laisse perplexe quand on sait que la question du visa, déjà, de par la déclaration du 14 décembre des États de l'AES, qui disait que les ressortissants de la CEDEAO peuvent rentrer allègrement sans visa. Mais tout à fait. Tout à fait. Vous voyez que quand vous prenez la CEDEAO, qui est une institution qui est là, qui a 50 ans et a sa façon de fonctionner depuis fort, et ils n'ont jamais changé leur façon de fonctionner. Et qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la CEDEAO n'est plus là, cette CEDEAO des peuples, ce qu'on a toujours reproché à cette institution-là. Mais maintenant, quand vous prenez les aspects, on est vite rentré au milieu aussi dans beaucoup d'aspects, sinon moi je pense que c'est essayer de voir les 6 mois à quoi ça peut servir. C'est pourquoi, d'autres ont dit que ces 6 mois, c'est pour déstabiliser. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Mais pour moi, les 6 mois,
on peut utiliser la diplomatie pour arriver à autre chose. Pas forcément que... cette diplomatie a échoué 1 an. En 6 mois, qu'est-ce qu'on peut encore espérer? Elle a échoué, mais par exemple, quand nous prenons le cas du Mali, nous, on a fait notre passeport, il n'y a même plus l'effigie de la CEDEAO dessus, notre nouveau passeport. Mais le Mali maintient toujours que l'effigie de la CEDEAO, il demeure. Donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, il y a toujours des voies et issues pour discuter. Ça ne manque pas. Au niveau des États, honnêtement, ça ne manque pas. Et que ce n'est pas la première fois que ça arrive au niveau de la sous-région. Voilà. Mais ces deux institutions ont des visions, j'ai dit dès l'entame, antagonistes. Oui, antagonistes. Là, sur ce point, je suis parfaitement d'accord. Mais comment, parce que ces deux institutions travaillent pour des peuples. Voilà. Comment arriver à trouver des diplomaties pour qu'il n'y ait pas cette cassure-là? Parce que ceux qui vont prendre le coup, les pots cassés, ce sont les peuples-là, de ces deux institutions-là. Donc pour moi, je pense que l'un dans l'autre, c'est vrai que le camarade a souligné beaucoup d'institutions des Burkinabés qui sont au niveau de beaucoup d'institutions. Il y a l'organisation sous-régionale de la santé qui est à Bobo, et qui est de la CEDEAO. Il y a beaucoup d'institutions dans lesquelles il y a nos compatriotes sont dedans. Et pendant ces 6 mois aussi, c'est essayer de voir comment gérer tout ce monde-là. Voilà. J'ai essayé de regarder, ce n'est pas moins de 600-500 Burkinabés qui sont au niveau de ces institutions. Comment, voilà, caser ces Burkinabés-là, voilà, qui sont au niveau de ces institutions. Donc, pour moi, ces 6 mois-là, c'est aussi essayer de voir comment gérer la carrière de nos compatriotes. Voilà, c'est ce que moi je vois. Au niveau de l'AES, comment gérer leur carrière. Et au niveau des institutions où les Burkinabés étaient partants, comment avoir une politique. Je prends le cadre de l'organisation sous-régionale de la santé qui est à Bobo. Comment ces 3 pays peuvent, en 6 mois aussi, voir créer une fêtière qui peut donner la chance à nos chercheurs qui étaient dans ces institutions-là pour pouvoir trouver notre cadre. Je prends aussi le cadre du transport, la chambre de commerce. Jusqu'à présent, les 3 chambres de commerce n'ont pas encore une vision d'ensemble dans le cadre de l'AES. Or, ces 3 chambres de commerce qui étaient au niveau de la CEDEAO avaient une vision dans le cadre de l'ECOWAS de la CEDEAO. Comme en 6 mois maintenant, parce que brutalement, ce n'est pas aussi évident. Donc pour moi, ces 6 mois-là, soit c'est pour que la CEDEAO puisse se préparer, mais éventuellement aussi pour que l'AES puisse se préparer, parce que ces genres de ruptures brusques-là, ce n'est pas aussi évident sur le plan institutionnel. Hein. Moi, c'est ma vision de voir les choses, quoi. Par exemple, si au niveau de la Chambre de commerce, on sait que désormais, comme la carte brune des taxes qui était harmonisée au niveau de CEDEAO et moi, si nous on sort, ce n'est plus la même chose. Comment on va aller ensemble vers, par exemple, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ou qui sont des ports de sortie au niveau de la chambre de commerce. Les 6 mois vont permettre au niveau des 3 chambres de commerce de s'asseoir, aplanir leur vision pour aller en commun, au lieu que ce soit des taxes douanières pour le Niger à part, pour le Mali à part, pour le Burkina à part. Pourquoi ne pas avoir des taxes douanières au sein de l'AES? Donc pour moi, je pense que les 6 mois, ce n'est pas forcément pour arranger la CEDEAO aussi, nous aussi. C'est parce qu'on dit que c'est irréversible. Bon, ma vision, ça peut aussi nous arranger. Les présidents ont été très clairs là-dessus. Voilà, tout à fait. Donc c'est ma... C'est un peu mal clair comme ça, la question. Voilà, tout à fait. Le retour est irréversible. Voilà, maintenant, quel avenir justement de l'intégration sous-régionale? C'est une question que l'on se pose, Monsieur Kambiri. Comment est-ce que les choses vont se passer après? Oui, il faut rappeler qu'au-delà de la CEDEAO, le Burkina, le Mali et le Niger sont encore membres de plusieurs organisations où on retrouve aussi les mêmes pays de la CEDEAO. Vous avez l'UMOA, nous sommes toujours dans l'UMOA. Je pense que nous abritons le siège ici à Ouagadougou. Vous avez la ZLECAf, vous avez l'Union africaine, vous avez le Conseil de l'Entente, même si elle est un peu dans la léthargie. Donc on a encore beaucoup d'organisations qui permettent qu'on puisse continuer à développer les relations entre les peuples, entre les États, entre les relations commerciales, les relations diplomatiques. Parce que ce qu'on reproche à la CEDEAO, que la CEDEAO ne veut pas écouter, c'est de servir de bras à des puissances qui cherchent à remettre les pays africains dans la domination. Voilà, c'est ce qu'on reproche, c'est pas plus que ça. La CEDEAO semble ne pas vouloir revenir sur ce sujet. Justement. Et là, je pense que ce n'est pas une question de la CEDEAO, c'est une question des hommes qui dirigent nos États aujourd'hui. On peut citer des noms. On dit que ce n'est pas les fonctionnaires qui sont au sein de la CEDEAO, mais c'est les chefs d'État qui ont certaines accointances avec ces puissances, qui sont redevables à ces puissances et qui ne vont pas changer tant qu'ils sont au pouvoir. Sinon, les questions d'intégration vont se poursuivre. Moi, je pense que dans les perspectives, là, ce qui va se passer,
Et j'aurais souhaité, si la CEDEAO avait compris les choses, c'est peut-être de créer une nouvelle entité pour passer à une autre étape compte tenu des difficultés que la CEDEAO rencontre aujourd'hui. Vous savez, on est passé de l'EUA à l'UA. Pourquoi pas l'Union ouest-africaine revoir les statuts, revoir tout de fond en comble avec une nouvelle organisation où peut-être les pays de l'AES et les autres membres de la CEDEAO vont encore se retrouver avec de nouvelles conditions. Mais la CEDEAO ne veut pas aller dans ce sens. Le CEDEAO reste droit dans ses bottes et dans ce cas de figure, je pense que c'est elle qui risque de s'imploser. Voilà, il y a beaucoup de risques que la CEDEAO s'implose. Vous verrez qu'au fur et à mesure, dans notre contexte, les élections présidentielles se tiennent là. Il peut y avoir des remplacements à la tête des États. Il y a eu le Sénégal, il y a eu le Ghana. On attend les prochains parce que la population est d'accord avec la position de l'AES. La population est d'accord pour qu'il y ait un changement par rapport à ces puissances qui nous ont toujours appelés partenaires stratégiques, mais lorsque nous sommes dans le besoin, ne sont jamais venus, sinon ils jouent au pyromane. Donc je pense que pour moi, le problème de l'intégration ne se pose pas, compte tenu des institutions que je vous ai citées. Il ne doit pas avoir des entraves. Pour ce qui est de la libre circulation des biens et des personnes, comment est-ce que cela va se faire avec la CEDEAO qui... Comme il l'a dit, on n'est pas encore dans le secret des dieux, mais déjà l'AES a donné sa position. Vous pouvez venir, vous pouvez ressortir, il n'y a pas de souci. Vignette, pourtant, pas encore, pas encore, parce qu'il nous donne encore 6 mois. Ça veut dire que durant cette période-là, tout se passe bien. Eux aussi, ils veulent comprendre davantage. Moi, je pense que la CEDEAO a été surprise par la position de l'AES par rapport, par rapport à la décision. À la déclaration. Voilà, ils ont été surpris. Et la CEDEAO n'est prête pour rien. Même pas pour lutter contre le terrorisme. Il y a encore, vous avez cité la décision des forces de lutte contre voilà. Qu'est-ce qu'il demande à la commission de la CEDEAO de convoquer une rencontre des ministres des Finances et des ministres des Défenses pour parler de financement. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de financement alors que le terrorisme est dans la sous-région, ça fait combien d'années? Donc pour moi, la CEDEAO n'est pas prête. Alors, parlons justement de cette force contre le terrorisme que la CEDEAO entend mettre en place justement dès le début d'année de 2025. Opportunité à saisir ou prudence à observer, tel qu'on a dit. Je l'avais tantôt Parce que là, on parle du terrorisme. On parle du terrorisme, mais la CEDEAO ne peut pas prétendre que le terrorisme est un fait nouveau qu'elle vient de découvrir. Mais vous savez, les seules fois où la CEDEAO a été capable de lancer des opérations militaires, notamment dans les années 90, c'était des fois où l'État qui était à l'initiative avait les moyens pour financer la chose elle-même, quitte à ce que d'autres viennent se joindre à elle. Aujourd'hui, nous savons tous à quel point le Nigeria est un pays qui n'a pas beaucoup d'ambition en termes d'hégémonie dans la sous-région. Elle a quasiment sous-traité ses ambitions à l'intérieur de la CEDEAO qui est en fait beaucoup plus l'espace d'expression de la Côte d'Ivoire sous influence française que même de du Nigeria elle-même qui est empêtrée dans ses propres problèmes. Donc, on se retrouve dans une situation où on veut parler de mise en commun des moyens pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Déjà en 2012-2013, la problématique s'est posée quand il fallait agir au Mali pour essayer de bloquer l'avancée des terroristes venus de Libye. Il n'y a pas eu de solution. Finalement, ils se sont réunis, ils ont décidé de faire appel à la France. Et la solution qui devait se trouver à l'intérieur de la CEDEAO a été de sous-traiter la sécurité de la zone, en réalité, qui se jouait au Mali, à la France. Et on sait ce que ça a donné. Et aujourd'hui, en fait, le paradigme n'a pas changé d'un iota. Elle n'a pas changé. Et il y a fort à parier que d'ici fin 2025, on sera encore là pour discuter des questions, ou en tout cas des modalités des discussions incessantes. Pour vous, il faut être prudent sur la question. Non, c'est-à-dire il faut être prudent. Mais surtout, il faut regarder la trajectoire même de la CEDEAO. La CEDEAO a été créée en 1975 sur la base d'un programme d'intégration économique, donc de prospérité économique pour les États membres. Elle a peu à peu glissé vers les questions politiques. L'intégration aussi, c'est important parce que, comment on appelle ça, l'intégration économique et la prospérité suppose aussi un certain nombre de critères de convergence politique, même si ce n'est pas forcément nécessaire. J'ai plutôt l'impression qu'en cours de chemin, la CEDEAO a été en quelque sorte fracassée et désorientée de son but principal. Quel est aujourd'hui le niveau d'échange au sein de la CEDEAO, le niveau d'échange économique?
La ZLECAf, par exemple, a l'intention, en tout cas, elle a la prétention de faire en sorte d'augmenter le niveau des échanges économiques entre les différents pays africains. Et pays comme le Nigeria, même d'ailleurs, rechignent à les signer parce qu'ils ont peur d'être envahis par des marchés venus d'autres pays, mais qui transitent par des pays africains. Donc, c'est-à-dire que la CEDEAO n'a jamais sérieusement planché sur ça. On dit libre circulation des capitaux, libre circulation des personnes. La libre circulation des personnes, je l'ai évoqué tantôt, elle n'est valable que quand vous prenez l'avion. Moi, j'ai un certain nombre de fois pris l'avion pour parler d'un pays à un autre. Là-bas, c'est bon, vous avez votre CNIB, vous passez sans problème. Mais si vous êtes sur la route ou sur, comment on appelle ça, vous prenez d'autres moyens, en tout cas terrestres, par lesquels vous passez par des corridors, vous allez payer. Vous n'allez même pas vous rendre compte que la CEDEAO existe. Et encore dans cette déclaration, mais comment on appelle ça, c'est des affirmations, des propos, c'est comme des souhaits, des paroles paraboliques qui sont à l'intérieur. Oui, ils demandent aux différents pays de faire des efforts pour en fait, acter la libre circulation des biens des personnes parce qu'il y a toujours des tracassés. Ça fait combien de temps que la CEDEAO mentionne ça dans ses déclarations de fin de conseil de haut niveau? La question de la lutte contre le terrorisme, vous savez, l'année passée, elle a été activée de façon précipitée, eu égard au fait qu'il y avait eu des critiques sur le fait qu'il voulait activer la force de lutte contre les coups d'État. Peut-être que la CEDEAO est en train c'est l'anachronisme du fait qu'on leur a dit. La CEDEAO est en train d'entendre la voix de l'AES en voulant justement créer cette la force CEDEAO régionale. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des hommes qui sont capables je ne sais pas, il y a cet exemple, j'aime bien souvent m'appuyer dessus. C'est en 2014. Et il y a un aîné qui avait dit, vous savez, les gens de la CEDEAO ne sont pas des androïdes capables d'intégrer de nouvelles applications. Ce sont des téléphones Nokia, vieux modèle. Ce qu'ils sont, c'est-à-dire, quand vous l'avez acheté là, c'est ce qui est à l'intérieur, il va garder ça jusqu'à la fin. Il n'est pas possible de mettre ça à jour. C'est les androïdes qui permettent les mises à jour. Donc, ce qui va se passer, en fait, avec cette force en attente, j'aimerais être surpris. Mais ce sera exactement comme la question de l'ECO. C'était 2025 qui était... Non, pas 2025. Il avait été dit que c'était 2023 ou 2024 au début. Je me rappelle, en 2020, on avait dit que c'était 2023 qui était la date butoir. Après, ils ont repoussé à 2029. Maintenant, ils veulent remener à 2025. Vous croyez que c'est quoi? C'est dans la précipitation, ils essaient de gérer les urgences. Alors, Nabal avait dit, c'est le même regard que vous portez quand on sait justement que les trois États sont en proie à l'île de terrorisme. Cette force régionale qu'entend mettre en place la CEDEAO contre le terrorisme en 2025 devrait être vue comme quoi? Une opportunité à saisir pour les pays de l'AES, ou bien il faut être prudent, il faut observer? Non, c'est un subterfuge, que la CEDEAO veut vendre à une certaine catégorie de la population de ces trois pays-là, afin de créer encore de la zizanie. Bon. Sinon, qu'est-ce que la CEDEAO a pu donner depuis que nous sommes en lutte contre le terrorisme? Peut-être que la CEDEAO est en train de revoir sa copie. Non, on ne peut pas revoir sa copie quand on a 50 ans. Voilà. De 75 à aujourd'hui, je pense que c'est autour de quoi? 49 ans. Voilà. Donc, on ne peut pas revoir une copie. Et ils sont toujours dans des décisions non pragmatiques. La décision est prise cette année et dans son essence va apporter en tout cas un impact positif aux masses, mais son implémentation après s'évanouit dans le temps. Voilà. Je voudrais tout simplement dire que la CEDEAO est une organisation qui nous a démontré qu'elle est experte en violation de ses propres textes. Donc ce qu'elle dit, pour nous, on fait très attention à cela. Et c'est pourquoi je veux rebondir pour dire que les 6 mois là, non, ce n'est pas pour démobiliser, non. Dans les textes de la CEDEAO, il est prévu 1 année pour gérer ces questions. Quand la Mauritanie a demandé à partir, 1 année après, elle est partie. Il n'y avait aucun problème. Mais là, il s'agit de 3 pays en même temps. Mais dans les textes, et non des moindres. Dans les textes, on n'a pas spécifié le nombre de pays qui devraient justement susciter des prolongations. Et ensuite, il faut dire que son objectif qui est l'intégration des peuples et la communauté justement économique, ça a été dévoyé depuis longtemps. Comment une organisation qui, en tout cas, a pour objectif de consolider les peuples
de son espace, dans le sens de leur intégration, peut prendre des sanctions telles qu'on a vu contre le Niger, contre le Mali et même le Burkina Faso. Peut-être que la CEDEAO est en train de tirer les leçons de tout ça. Non. Monsieur Ouattara, regard critique sur la création de cette force régionale contre le terrorisme qu'envisage dès 2025, dès début 2025 par la CEDEAO. Est-ce qu'au niveau de l'AES, il peut y avoir des collaborations vu que ces trois pays font face à l'île des terroristes, ou bien il faut rester prudent quand on sait que la CEDEAO semble vouloir rester toujours dans le giron de l'autre? Oui, non, mais en fait, le regard que je peux me permettre de faire sur la création de ces forces d'attente-là, c'est que c'est un peu tard. C'est un peu tard. Voilà, mais vaut mieux tard que jamais. Bon, mais de toute façon, je pense que de manière générale, si on fait un regard critique sur la CEDEAO, que Naba est en train de faire, mais n'oublions pas que la CEDEAO aussi, entre-temps, avait eu des forces comme des Comores, qui a quand même fait ses preuves au Libéria, en Sierra Leone. Maintenant, moi je pense que le problème au niveau de la CEDEAO par rapport à ces questions de l'insécurité-là, n'a pas été mal géré par l'institution elle-même, mais par les dirigeants qui sont au niveau les chefs d'État, membres de la CEDEAO. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, par exemple, l'hydre terroriste, ça a commencé par le Mali. Mais bien avant le Mali, il y a le Nigeria qui est là, avec Boko Haram. Si on parle de nous, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour le Nigeria avec Boko Haram? Absolument rien. Donc, ça veut dire que, de manière générale, si on veut apporter une critique, il faut que cette critique-là soit d'un ensemble contre cette institution-là. Avec Boko Haram, la CEDEAO n'a absolument rien fait. Or, Boko Haram, ça tire vers 20 ans que le Nigeria est analysé dans cette situation et le nombre de personnes qu'ils ont tuées, même les gens estiment ça à 20 000 personnes qui sont parties avec Boko Haram. Pour notre cas est venu. La CEDEAO a envoyé des gens qui sont partis au Mali dans le cadre du MINUSMA, des Ivoiriens, les Béninois, beaucoup qui sont partis, même les Burkinabés étaient au niveau de, comment on appelle ça, du Mali. Mais je pense que maintenant, comme on l'a dit, l'institution en elle-même n'a pas pu être capable de sortir pour s'affirmer. L'institution a été caporalisée par des chefs d'État, ou quand comme ça ne les intéresse pas, bon, c'est pas encore arrivé chez eux, bon, on est là assis et puis on attend. Mais vous voyez comment aujourd'hui des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo sont en train vraiment de prendre la chose au sérieux. Ils sont en train de s'armer. Mais au début, quand nous avons été attaqués par Capuchino, les Ivoiriens aussi, ils étaient là, ils dormaient. Jusqu'à ce qu'on attaque Grand Bassam pour qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ça peut nous arriver. Maintenant, par rapport à la force d'attente, moi je pense que si l'initiative est là, moi je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à moins que ça soit quand même des gens qui vont venir nous boxer sous la ceinture, si l'initiative est là et que ça peut apporter un plus pour qu'on puisse sortir de cette insécurité-là, qui est toujours permanente, la récurrente, là, moi je pense que c'est la bonne chose. Mais maintenant, il faut que vraiment ça soit fait de manière honnête. Il ne faut pas que ça soit des questions de coups bas où des chefs d'État vont utiliser ça encore pour venir imposer ce qu'ils veulent. En tout cas, il faut dire que l'île terroriste a permis au Burkina Faso, au Niger et au Mali de s'armer militairement. Oui. Selon une étude des forces armées américaines, le Mali, le Niger, le Burkina sont classés respectivement 4e, 5e et 6e puissance militaire de la sous-région. Alors, M. Kambiré, regard critique sur cette force contre le terrorisme tentant de mettre en place la CEDEAO en 2025, opportunité à saisir ou prudence à observer? Peut-être ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il faut que nous comprenions. Il l'a dit, je l'ai dit, il a répété. Il dit que c'est une question de chef d'État avec des présidents qui avaient décidé. Tant que ces présidents resteront, il ne faut pas fonder espoir. Voilà. Non, on peut collaborer. On peut collaborer. Mais tant qu'il s'agit de ces chefs d'État qui avaient pris la décision historique d'attaquer un pays parce qu'à l'intérieur de ce pays, il y a changement anticonstitutionnel de pouvoir, je pense qu'aucun pays au monde digne de ce nom-là ne peut prendre une telle décision. Alors que qui plus, c'est votre voisin. Qui plus n'a pas trahi, n'a pas cherché à nuire à un autre État. Je pense que la diplomatie aurait dû prévaloir. Mais bon, revenons à votre question. Je pense que ce qui va se passer avec les mêmes chefs d'État, on peut d'abord s'assurer
qu'ils regardent le terrorisme comme une menace. Déjà chez eux, qu'ils empêchent les terroristes d'utiliser leur territoire, qu'ils restent chez eux à combattre les terroristes, et nous aussi nous restons à combattre le terrorisme. Parce qu'on ne peut pas leur faire confiance avec tout ce que on a comme suspicion que les uns veulent déstabiliser les autres, les autorités au plus haut niveau le disent. Donc on ne peut pas travailler dans ce cas tant que c'est les mêmes. Par contre, on peut avoir des accords pour qu'on ne puisse pas laisser des gens quitter tel pays pour entrer dans tel autre territoire. On peut tisser des relations à minima, parce qu'avant tout, c'est l'intérêt des peuples. Mais tant que ce sont ces dirigeants, je pense que la vigilance sera naturelle. Voilà. Et même à leur niveau aussi, la vigilance, vous imaginez laisser des forces du Nigeria. Je prends un exemple. Entrer au Niger, les mêmes qu'on avait dit de venir bombarder enfin, les Nigériens avec l'armée, là, je pense que la confiance n'y est pas encore pour l'instant. Mais comment va se faire la question de l'ECO? Parce qu'à ce niveau, il faut dire que les lignes semblent bouger. La CEDEAO a déjà fixé les critères pour justement son lancement. Vous avez bien utilisé le mot. Les lignes semblent bouger. C'est des frémissements. Ça bouge comme ça depuis, mais ça n'a jamais évolué. Peut-être l'AES, si l'AES décide d'aller vers une monnaie commune, va réussir le projet beaucoup plus. Le projet de l'ECO, là, ça date, hein, c'est plus de 20 ans. En fait, on a repoussé les échanges, repoussé les échanges. Je pense que la CEDEAO n'est prête à rien aujourd'hui. Et il y a beaucoup les politiques de convergence qui ne sont pas respectées. Les mêmes conditionnalités qu'ils ont fixées au départ là, n'ont toujours pas respectées. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation qui est le terrorisme. Et au moment où tout allait bien, on n'a pas pu mettre en place une monnaie commune. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Je pense que c'est des effets d'annonce. Ils veulent dire que la CEDEAO est toujours vivante, continue de s'occuper des questions sous-régionales. Mais moi, je ne crois pas à la naissance de l'ECO. Parce que, vous savez pourquoi ça traînait? En fait, c'est en lien direct avec ce qui se passe. Si vous mettez en place l'ECO, ça veut dire que vous coupez avec les pays, les anciennes colonies. Ce n'est pas le problème. Vous coupez, c'est-à-dire que la France ne va plus émettre les billets de la BCEAO. Et la France ne pourra plus siéger ou avoir son mot à dire dans les banques. Peut-être que ça, c'est ce qui est officiel, hein, peut-être. Comment ça? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est des décisions, parce que ce qu'on traîne aujourd'hui au sein de l'UEMOA, ça date de 1960. Donc aujourd'hui, la France ne peut pas venir encore s'installer, avoir le même rôle et dire on va émettre les billets. Vous avez déjà le Nigeria qui a ses institutions d'émission, qui a sa banque d'émission. Vous avez le Ghana qui le fait pareil. Donc, ils ont déjà l'expérience. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi l'ECO ne pouvait jamais voir le jour. Tout comme nous, on avait toutes les peines du monde pour se retirer ou pour mettre fin au CFA tel qu'on l'a connu. Donc, alors le problème reste toujours posé. Aujourd'hui, la France garde toujours son influence à travers les questions diplomatiques, mais surtout monétaires et militaires aussi, parce qu'on est toujours lié par la question d'argent, par la question monétaire. Donc l'avènement de l'ECO suppose la fin de tous ces systèmes et la France s'oppose de façon ouverte ou de façon douce. Alors, analyse sur la question de l'ECO, M. Tel Konaté, comment est-ce que vous voyez cela? Moi, je dirais, voilà. C'est ma conviction profonde. La question de l'ECO, c'est le serpent de mer parce que vous voyez sa tête, vous ne voyez pas sa queue. Et si vous voyez sa queue, sachez que la tête là n'est pas un endroit accessible. Tout comme la question de la force antiterroriste, dont la présence sur la scène médiatique a fait irruption, enfin elle est devenue populaire en 2023. C'est-à-dire, je dirais même 2024, quand l'AES a décidé de se retirer. Et surtout, après qu'ils aient tenté d'attaquer le Niger et qu'ils avaient soulevé un tollé incroyable sur le fait qu'ils n'ont pas été capables, depuis plus de 10 ans, de lever des hommes pour lutter contre le terrorisme. Et tout d'un coup, ils ont la volonté de lever des hommes. Je ne comprends même pas pourquoi le nommer Moussa, le commissaire au militaire qui était tellement guerrier, qui voulait en découdre avec le Niger. On ne parle même plus de lui. Vous voyez, il n'apparaît plus dans les médias. Je pense qu'on a décidé de l'effacer de la scène. C'est-à-dire que c'est eu égard au tollé africain sur tous les États-Unis, sur tous les espaces. Tout le monde était indigné par le fait que voilà des présidents
qui n'ont pas trouvé pertinent d'organiser leurs forces armées pour aller lutter contre les terroristes. Et ils veulent aller se battre contre des militaires qui ont pris le pouvoir et qui sont déjà confrontés aux groupes armés. Mais eux, ils veulent se battre contre ces gouvernements. Dans les jours suivants, la question de l'activation de la force antiterroriste a fait irruption et elle est devenue populaire. De la même façon là, je pense que depuis un certain temps, beaucoup d'influenceurs, mais aussi souvent des autorités parlent de la question de la monnaie. Ils disent que l'AES va créer sa propre monnaie. Souvent aussi, les autorités disent que voilà, la question monétaire est une question centrale à laquelle on va finir par arriver. Ils entendent. En fait, la CEDEAO, elle voit ce que les populations disent. Elle n'est pas en mesure d'être aussi réactive que les populations, que les autorités de l'AES, parce que justement, elle est influée d'un certain nombre d'entités internationales. Mais elle se dit qu'elle est obligée aussi d'agir. Mais il faut bien le retenir. La dernière formule de l'ECO, qui était sortie des discussions entre Alassane et puis le président Macron, était un éco-CFA en fait. C'est le même contenu, avec une parité fixe. Justement, c'était ma préoccupation quand je parlais de... Elle a une parité fixe. Les choses qui sont officiellement dites et en fait, dans la réalité. Je parlais tantôt du fait que le Nigeria est un pays qui est de plus en plus retiré des discussions même à l'intérieur de la CEDEAO. Aujourd'hui, le pays le plus influent sur les décisions de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Alors que historiquement, ce n'était pas le cas. C'était le Nigeria et un certain nombre d'autres pays qui pesaient sérieusement. Oui, regarde aussi à leur poids économique. Mais aujourd'hui, le poids économique du Nigeria, même s'il est prépondérant en termes de PIB, il a de grandes fragilités à l'interne. Parce que, voilà, ils ont énormément de problèmes de liquidité, mais aussi... Voilà. Donc, tout compte fait, je disais simplement que la question de l'ECO, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer. Nabal l'avait dit. Se précipite de faire sa chose. Et puis bon, voilà. Nabal l'avait dit. On va évoluer. Alors, on le sait, l'AES, c'est plus de 70 millions d'habitants, dont 70 millions de consommateurs. L'AES, c'est la plus grande réserve minérale donc, de la CEDEAO, mais l'AES est enclavée. De l'autre côté de la CEDEAO, il y a le littoral. À supposer que ce divorce soit consommé le 29 juillet 2025, qui va payer de lourds tributs? Ce qui est certain, l'AES ne payera pas un tribut qui va l'asphyxier au point qu'il en disparaisse. Ça, au moins, c'est clair. C'est vrai qu'il y aura quelques relatives conséquences auxquelles les peuples et le secteur privé de cet espace AES-là est déjà préparé. Vous savez que sous le coup du terrorisme, ce que nous avons vécu en termes de résilience, en termes de conséquences, sans l'intervention, sans l'appui, sans le soutien de la CEDEAO, est pire que ce que nous vivrons après. Nous vivrons. Ça nous a rendu un peu plus forts. Mais bien sûr. Et résilients. Et résilients, puisque ce que nous allons vivre est quelque chose de préparé. C'est quelque chose qui vient sur une lucarne que tout le monde attend, que tout le monde regarde et tout le monde voit venir. Donc, on sera mieux préparé justement pour surmonter ces différentes difficultés-là. Et puis, parlant de l'interaction du littoral, et puis, voilà. Mais à ce niveau-là, il faut tout simplement dire que ce sont des échanges commerciaux. Autant nous, on profite de ces ports-là. Autant ils ont besoin de... Voilà. Comme je l'ai dit, c'est plus de 70 millions de consommateurs. S'ils veulent des révoltes immédiates, mais qu'ils fassent justement des ruptures sauvages sur ces questions-là. On a vu entre le Sénégal et le Mali. Ce sont les commerçants sénégalais, mais qui ont tapé sur la table. Est-ce que c'est pour cela que les présidents sénégalais et togolais plaident pour une amitié avec l'AES? Peut-être que c'est un élément. Oui, parce qu'ils ont une hauteur de vision. Voilà. Et puis, il faut dire que pour le Sénégal, ils ont touché du doigt aux conséquences, voilà, je dirais, récursives qu'ils ont vécues par rapport à la décision que la CEDEAO avait prise en fermant hermétiquement les
d'interpénétration des peuples. Alors, parlons maintenant perspective, l'onde de choc de ce divorce sur les autres nations de la sous-région. Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que la posture de l'AES va créer un effet de boule de neige, par exemple? Bon, effet de boule de neige, je ne peux pas prédire ça. Mais avant de te répondre, je reviens à ce que Nava vient de dire. C'est d'ailleurs même ce que j'ai évoqué lors de ma première intervention sur le délai des 6 mois. D'ailleurs même c'est pour préparer ce genre de questions dont tu parlais par rapport du fait que nous n'avons pas un littoral, il faut aller vers les autres pays qui demeurent toujours dans le cadre de la CEDEAO. Voilà, donc les 6 mois, ça va nous permettre aussi de voir comment négocier avec ces pays qui ont des littoraux là, pour voir comment gérer notre commerce. Voilà, pour revenir à ce que tu dis, l'onde de choc, habituellement, ce qu'il faut voir, la décision politique et son impact sur les peuples. C'est là où moi j'ai un peu peur. Pourquoi je dis ça? Parce que habituellement, il y a des chefs d'État qui utilisent les peuples à d'autres fins. Je m'explique. Et quand tu pars à côté de Pau, tu parles d'Akola, les gens de Pau, ils rentrent au Ghana comme ils veulent. C'est la même langue, c'est le Kassana, les gens parlent. Ils ne demandent même pas, tu arrives à la barrière, tu parles Kassana, on ouvre la barrière et puis tu passes. Mais maintenant, le problème qui va se poser, il ne faudra pas que ces pays qui en veulent à l'AES, là, certains chefs d'État utilisent, instrumentalisent la population à la base. C'est ça en fait l'effet contraire. Sinon, si nous quittons l'AES et les peuples demeurent toujours les mêmes, c'est toujours peut-être les conditions des taxes qu'il faut revoir. Sinon, les peuples vont toujours se cohabiter. Mais maintenant, si le politique rentre dedans et instrumentalise le peuple, c'est ça qui risque d'être le vrai problème. Parce qu'il y a des peuples qui ne comprennent pas. Il suffit qu'il y ait un message à part. On a vu ça en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité, où vraiment le peuple burkinabé a payé beaucoup là-bas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi, ma peur est dans ce sens-là. Sinon, si c'est les autres aspects, comme il a dit, nous avons été résilients pendant 8 ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas encore supporter certaines conséquences. Surtout, ce que moi je vois, c'est les produits qu'on importe. Parce que le Burkina, quoi qu'on dit, toutes les taxes par l'importation, la douane, et ainsi de suite. Là, quoi qu'on dit, il y aura un petit coup. Mais comme il a dit aussi, le Togo a besoin de nous aussi. Autant on a besoin du Togo, le Ghana, ici, ils ont besoin de nous. Parce que le Togo, aujourd'hui, quand tu parles le port est sec, rien ne marche. Donc, eux aussi, ils sont appelés à revoir leur politique pour pouvoir avoir une attractivité au niveau de ces pays de l'AES. Mais maintenant, moi, ma peur, là, c'est que les hommes politiques n'utilisent pas cette nourriture-là avec des propos haineux, des propos de vente en guerre, où la population, à la base, vont utiliser ça et que ça va devenir vraiment un climat un peu malsain. C'est là où peut-être j'ai un peu peur. Alors, Kambiré, on a moins de 5 minutes pour terminer, donc vous allez devoir être succinct. Parlons de perspective. Est-ce que la posture AES peut faire effet de boule de neige, comme je l'ai dit? Autrement dit, est-ce que l'avenir de l'Afrique est en train de se redessiner avec ces 3 États qui viennent de mettre l'AES en place? Oui, ma réponse, c'est oui. C'est oui. Je disais déjà que vous voyez que les élections qui se tiennent depuis que l'AES a affiché sa volonté de s'émanciper des puissances impérialistes, voilà, les élections se tiennent et on renverse le président élu. Le président nouvellement élu au Ghana a mené une campagne pour dénoncer les relations tendues entre le Ghana et le Burkina et liées au président Akufo-Addo. Voilà, je pense que lors de ses sorties-là, il a dénoncé ça. Il a dit qu'il a nuit aux relations de bon voisinage qui existaient. Et vous savez que le Ghana était en train de prendre pas mal de parts de marché des ports. Et on développait beaucoup plus l'axe Ouaga, voilà, Tema, le port de Tema, etc. Mais ces relations tendues-là ont fait qu'on s'est retourné vers le Togo. Le Togo en a profité. Et si vous voyez que c'est le président, en fait, les 6 mois ont été demandés et obtenus par les médiateurs, notamment le président sénégalais et le président togolais. Voilà, ils ont demandé, parce que vous savez que le Sénégal a dit, ou on réforme le CFA, et nous allons tout faire pour qu'on réforme le CFA, ou alors le Sénégal va battre sa propre monnaie. C'est ce que le président sénégalais a dit lors de sa campagne. Et donc, il essaye pour l'instant
de faire changer les choses, mais on ne voit pas de changement au sein de la... Donc ça veut dire que le président sénégalais n'est pas forcément sur la même position que celle d'Alassane Dramane Ouattara ou du président du Nigeria. Ensuite, le président togolais, il sait très bien que les pays de l'Interland, comme on nous appelle, les pays sans littoral là, nous constituons vraiment 70 millions, vous l'avez rappelé, plus de 70 et la plupart des gens, millions. nous passons par le Togo à l'heure actuelle pour faire, c'est tout bénéfice pour le port de Lomé, donc eux, ils n'ont pas intérêt. Vous avez posé la question s'il y aura un peu un choc, un onde de choc qui va se répercuter. Moi, je dis oui, et je pense que ce qu'il faut s'attendre, ou c'est une réforme profonde de la CEDEAO, y compris même l'explosion de la CEDEAO pour reconstruire une autre CEDEAO avec une autre dénomination, ou alors c'est des pays même de la CEDEAO qui pourraient rejoindre l'espace de l'AES, quitte à ce qu'on renomme aussi l'AES pour donner beaucoup plus de possibilités d'intégration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent, enfin pas beaucoup de gens, il y a des pays qui aiment bien la vision de l'AES, mais pour l'instant, ils sont en train d'observer ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Et il se pourrait que rapidement, voilà, ces pays-là rejoignent. Ça contamine. On verra bien les élections de 2025, de 2026, il y aura beaucoup de changements parce que tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest, pour parler de ce que je sais, aspirent à un changement radical par rapport à ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Donc, l'AES c'est un point de départ et ça va rayonner, ça va toucher la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale aussi. De l'Afrique centrale. Ça a déjà commencé. Vous avez vu que quand, ici en Afrique de l'Ouest, on a demandé aux forces extérieures, notamment le Mali, de rentrer chez elles, la RDC, en 2024, a commencé à mettre fin aux missions onusiennes. Donc c'est en train de contaminer tout le continent alors. Et heureusement, parce qu'on voit que ces forces-là, le Burkina a participé, mais c'est des forces d'imposition en fait qui font durer la crise, pour rien qu'ils n'interviennent pas. Ils ne partent pas pour combattre, ils partent pour s'opposer, afin que chacun puisse armer et que vous puissiez faire durer la crise. On a vu la situation en Côte d'Ivoire, ça s'est enlisé, il y a eu beaucoup plus de morts, et à la fin, qu'est-ce que ça a apporté aux Ivoiriens si ce n'est pas renforcer la base française, etc., etc. Donc, souvent, ça n'a jamais résolu un problème. Et tous les pays commencent à comprendre, l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique centrale et peut-être d'autres zones de l'Afrique qui dépendent encore, ou du moins qui vivent encore sous la domination des pays impérialistes. Ça sera donc le dernier mot. C'était à l'instant M. Aimé Kambiré, certifié en journalisme, communication et conflit. Merci, M. Kambiré, d'être passé. Merci à vous, Tel Konaté, secrétaire général du cadre. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, pour vos clés de lecture sur ce sujet d'actualité. Merci. Merci à vous, camarade Labidi Naba. Vous êtes le porte-parole du mouvement pour la cause de Faso Cause. Merci d'être passé également. Merci, camarade Dabira. Et enfin, merci à vous, M. Kassoum Ouattara. Vous êtes un observateur de la scène politique, le président de l'organisation de la société civile, le MOCR. Merci d'être passé. Merci bien, Dabira. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, la télévision panafricaine. Pour ne rien rater, restez connectés à nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et TikTok. Et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.